Jusqu'à présent, c'est surtout intéressé aux phases condensées. Donc là, on va regarder un peu ce qui se passe avec le gaz parfait. Donc on va commencer par l'expérience de Joule-Gay-Lussac. L'expérience de Joule-Gay-Lussac, vous prenez un gaz dans un certain volume et vous allez faire une détente dans le vide. C'est-à-dire que là, vous avez du gaz, d'accord, et là, absolument pas. L'ensemble est isolé thermiquement, d'accord, c'est-à-dire qu'il n'y a pas moyen d'avoir des transferts thermiques avec l'extérieur. Et donc, on fait la détente, on ouvre le robinet, et on constate que la température finale est égale à la température initiale, d'accord, qu'il n'y a pas eu de variation de température. Donc ça, c'est le résultat de l'expérience. Et donc, comment l'interpréter, quelles conclusions peut-on en tirer? Donc si on applique le premier principe donc, au système gaz plus vide, d'accord, c'est-à-dire à l'ensemble ici, gaz plus vide, on va avoir que on a, d'après le premier principe, donc delta U égale Q plus W, en fait que ça va être nul, puisque on a une évolution qui est adiabatique, puisqu'on a bien isolé thermiquement l'ensemble, et on n'a aucun travail mécanique qui est effectué. On n'a pas de résistance chauffante, pas de travail électrique, on n'a pas de compression, rien du tout, on n'a pas de mouvement de pièces mobiles qui agit donc sur le gaz, d'accord. Ce n'est pas le fait de tourner le robinet qui fournirait, d'accord, un travail, en tout cas largement négligeable. Donc finalement on a delta U, donc la variation d'énergie interne qui est nulle. Or delta U, c'est delta U du gaz, puisque U est extensive, donc delta U du gaz plus delta U du vide. Bon, delta U du vide, par définition, c'est nul, puisque je rappelle qu'énergie interne, c'est énergie microscopique, cinétique et potentielle. Donc s'il n'y a rien, il n'y a pas d'énergie cinétique ni d'énergie potentielle d'interaction. Donc finalement, on a delta U qui est égal à delta U du gaz, et donc finalement delta U du gaz qui est égal à 0. Donc ce qui veut dire que U, qui a priori dépend du volume et de la température, comme on l'a déjà dit dans le cours précédent, puisque via l'énergie cinétique, on sait que plus la température est élevée, plus les particules vont bouger vite, et plus les distances sont proches, plus le volume est grand, plus elles sont éloignées, enfin, plus l'énergie potentielle peut être différente. Donc là, on a les variables naturelles qui sont T et V, et finalement, on se rend compte que pour n'importe quel volume initial et final, on aura toujours U qui ne change pas. Autrement dit, finalement, si pour n'importe quel volume U ne change pas, c'est bien dire que U ne dépend pas du volume. Donc s'il ne dépend pas du volume, U, pour un gaz parfait, ne dépend que de la température. Donc ça, c'est une conséquence, c'est ce qu'énonce donc cette expérience, c'est que pour un gaz parfait, d'accord, U ne dépend que de la température. Alors évidemment, pour simuler le gaz parfait, il faut prendre des gaz pas trop compliqués. Donc le mieux c'est de prendre des gaz entre guillemets nobles et sous basse pression pour justement qu'il y ait peu d'interaction, pour simuler au mieux le gaz parfait. Donc ça c'est la conclusion de cette expérience là, et on va en déduire plein d'autres choses. Donc une conséquence directe, c'est que comme H est égal à U plus PV et que PV pour un gaz parfait c'est nRT, finalement H est égal à U plus nRT. N est une constante, puisqu'on travaille toujours en système fermé, R aussi, donc finalement H dépend aussi que de T. Donc ça c'est une conséquence immédiate. Donc en fait, on va définir du point de vue thermodynamique, un gaz parfait un gaz parfait doit vérifier les deux lois de Joule, à savoir donc U et H ne dépendent que de T. D'accord, c'est-à-dire donc là on vient de montrer que si c'est un gaz parfait, alors U ne dépend que de T, H dépend que de T. En fait la réciproque peut se démontrer, et en fait l'équivalence, donc vous êtes obligé de l'admettre ici, un gaz parfait est équivalent à U et H ne dépendent que de T. D'accord, donc ça c'est très important pour la suite. Alors évidemment c'est comme pour les phases condensées, sauf que là pour les gaz parfaits il y aura quand même quelques petites différences. Donc pour une phase condensée idéale, donc incompressible et indilatable, on avait la même conclusion que U et H ne dépendaient que de T, et qu'en plus ils étaient à peu près identiques numériquement. Donc les conséquences, c'est que si on reprend la définition de la capacité thermique à volume constant, finalement la dérivée ronde qu'on avait utilisée n'a plus de sens, puisque comme U ne dépend que de T, on peut mettre une dérivée droite, et donc la capacité thermique à volume constant est directement égale à la dérivée de U par rapport à la température.
comme CV va toujours être constant dans nos exercices, hein, et ben finalement on peut intégrer, donc on a, pour trouver comment varie l'énergie interne d'un gaz, il suffit de savoir comment varie sa température, puisque CV, généralement, ça va être une donnée du gaz. Pour H, c'est exactement la même chose, sauf que pour H, on définissait CP. Voilà, donc on a les mêmes résultats, et en fait, on va en déduire immédiatement ce qu'on appelle la relation de Maillard, c'est qu'en fait, CP et CV ne sont pas tout à fait indépendants, puisque CP moins CV est égal à NR. Alors la démonstration, attention, est très violente, hein. On vient de voir que H était égal à U plus PV, c'est-à-dire, comme PV c'est NRT, U plus NRT. En passant à la différentielle, on a DH qui est égal à DU plus NR dt, et en remplaçant DH par CP dt et DU par CV dt, et en simplifiant tout ça par dt, on arrive à CP égale CV plus NR. Voilà. Donc ça, c'est les capacités thermiques, entre guillemets, tout court, hein, donc en joules par Kelvin. Donc voilà, joules par Kelvin, tout est en joules par Kelvin dans cette somme, bien sûr, sinon ce ne serait pas homogène. Et donc on peut passer au molaire en divisant par N, et donc là on a la relation en version molaire, et là en divisant en plus par la masse, enfin en divisant plutôt par la masse, on a N sur M, donc on fait apparaître la masse molaire du gaz grand M. Et là c'est la version massique. Voilà, donc ça c'est la relation de Maillard, importante, puisque si on connaît CP, on connaît CV, et inversement. D'accord? Et en fait, on va même définir un autre coefficient qui nous simplifiera un peu l'affaire. Au lieu d'avoir CP et CV, on va définir gamma, coefficient de Laplace, également appelé indice d'adiabaticité, et qui vient tout de suite. Alors, le coefficient de Laplace, c'est en fait le rapport CP sur CV. Alors, comme on vient de voir que CP, c'était CV plus NR, CP est bien sûr plus grand que CV, et donc, en fait, gamma est toujours strictement supérieur à 1. Donc, évidemment, le rapport des capacités thermiques est égal au rapport des capacités molaires et massiques, et donc au rapport DH sur DU, d'après ce qu'on vient de voir. Donc, ça, c'est une définition. Ce gamma, on pose ça, plutôt que d'avoir deux grandeurs, CP et CV, on définit qu'une seule grandeur, gamma, et en fait on se rend compte que, étant donné que CV moins CV est égal à R, on va avoir en fait directement, connaissant gamma, on connaît CP et CV. Donc ça, ces relations-là, elles sont à connaître. Si jamais vous avez un doute, évidemment elles se retrouvent facilement, hein, puisqu'il suffit de partir de l'égalité, gamma égale CP sur CV, et CP moins CV, ou CP égale CV plus NR. D'accord ? Donc en remplaçant par exemple remplaçant celui-là, CV égale CP sur gamma, en isolant, en multipliant tout par gamma, on va avoir gamma CP égale CP plus gamma NR, autrement dit CP égale gamma NR sur gamma moins 1. Donc ça, c'est la démonstration. Une fois qu'on a CP, on sait que CV, c'est CP sur gamma, donc on a le gamma en moins. Donc ça, on retrouve facilement, et ça fait que, effectivement, si on connaît gamma, de par la relation de Maillard, en fait, on connaît CP et CV. Donc plutôt que d'avoir, je répète, deux constantes à donner dans l'énoncé, il suffit de donner gamma. Et à ce moment-là, on a les deux, on a CP et CV. Donc très souvent dans les énoncés, on vous donnera que gamma. Alors juste une remarque, hein, alors ça se démontre, pour les gaz parfaits dits atomiques, gamma est égal à 7/5. D'accord ? Autrement dit, 14 sur 10, c'est-à-dire 1,4. Ça, c'est le gamma pour les gaz diatomiques, et l'air est un gaz presque diatomique, puisque c'est principalement du O2 diatomique et du N2 diatomique. Donc, le gamma de l'air, très souvent, il est égal à 1,4. Il est pris égal à 1,4 dans les énoncés. Donc, si jamais c'est oublié, vous prendrez cette valeur-là. Normalement, il est donné, le gamma. Voilà. Donc, soyez pas surpris qu'il fasse souvent 1,4. Donc, une fois qu'on a ça, on peut revenir aux expressions de delta U et de delta H, hein, puisque delta U égale CV delta H, delta E
delta t. Delta H égale CP delta t. Donc en remplaçant CP et CV par l'expression qu'on vient de donner, on arrive à ces deux égalités-là. Et donc là, on voit apparaître, petite astuce, on voit apparaître NRT1 moins NRT0. Et NRT, on sait que c'est égal à P fois V. Donc on peut l'écrire plutôt avec ça, ou comme ceci. D'ailleurs, plutôt en variable T, ou plutôt en variable PV. Alors évidemment, ça dépend de ce que l'énoncé donne. Si l'énoncé nous donne pression et volume, bah, autant utiliser directement ces expressions-là, plutôt que de calculer la température pour multiplier par N, etc. etc. Donc ça, c'est juste d'autres façons d'écrire les variations de H et de U. Alors, dans toute la suite, on va étudier quelques transformations, toujours, puisque c'est le cadre du problème, donc du gaz parfait. On va utiliser une notation de 0 à 1, donc 0 l'état initial, 1 l'état final, et on va supposer CV constant, CP également constant, donc gamma constant. On va se placer dans le cas d'évolution infiniment lente et mécaniquement réversible. Donc ces hypothèses-là vont servir dans la suite pour tous mes calculs. Donc on part d'un système qui a une température et un volume et une pression indicée 0 et qui finira dans l'état indicé 1. On va commencer avec une évolution isobare. Donc évolution isobare, ce qu'on a donc c'est que P1 égale P0. Alors évidemment la pression est tout le temps identique, mais en particulier on a la pression initiale qui est égale à la pression finale. Donc finalement on a, comme on a PV égale NRT, on a V1 sur T1 qui est égal à V0 sur T0, d'accord, et qui est égal en particulier donc à NR sur P, d'accord, P qui est constant, donc qui vaut P0 ou P1. Donc ça c'est, on va dire, l'équation d'état particulière associée à l'évolution isobare, et donc derrière on peut calculer donc le travail, le transfert thermique, delta H et delta U. Alors pour delta H et delta U, ben, on peut reprendre simplement les expressions que j'avais écrites plus haut. On va juste reprendre également le travail. Donc pour le travail, on a que W est égal à l'intégrale de moins PdV entre 0 et 1. Et donc là, dans le cas particulier où P est constant, ben, on peut le sortir. Et donc ça va faire moins P. Alors je marque P puisque c'est P constant, c'est-à-dire la pression constante tout du long, fois donc V1 moins V0. Autrement dit, si on préfère écrire moins P V1 moins P V0, pardon, plus. Et là, bah, on peut mettre le 1 ici, puis de toute façon la pression est égale à P1 ou P0, et ici P0. Comme ça nous fera P0 V0 moins P1 P1, et donc ça fera in fine aussi NR T0 moins T1 si on préfère l'exprimer en température. Donc ça c'est pour W. Donc là je suis sur l'évolution isobare. Donc pour l'évolution isobare, ben, on sait que delta H est égal à Q, et delta H donc c'est CP delta T, donc T1 moins T0. CP, on peut prendre les expressions d'avant, hein, donc NR gamma sur gamma moins 1. Et pareil, plutôt que d'écrire NRT, si vous préférez, vous pouvez écrire en P fois V. Voilà. Donc on est capable de calculer W, Q, delta H et delta U. D'accord, delta H, on l'a là. Delta U, c'est CV delta T. De toute façon, pour un gaz parfait, delta H, delta U, c'est toujours la même expression. Hein. On peut juste un peu la simplifier selon les expressions qu'on a. Par exemple, ici, on peut écrire donc le NRT, on peut l'écrire en P1 fois V, comme P1 est égal à P0, on pourrait factoriser par P1 par exemple, et écrire P1 sur gamma moins 1, facteur de V1 moins V0. J'oublie pas le gamma devant. Voilà, ce serait une autre écriture. Bon, il y a évidemment plein de façons de faire selon quel est l'inconnu du jour. Alors comme j'ai plus beaucoup de place, je vais effacer tout ça et on va regarder ce qui se passe pour une évolution isocore. Alors pour une évolution isocore, donc ceci c'est le volume qui est constant, donc ça va être le rapport P1 sur T1 qui est égal à P0 sur T0 qui est égal à NR sur V.
D'accord? Donc V, c'est égal à V0 ou c'est égal à V1. Donc pour une évolution isocore, on a que V est égal à une constante, et donc le travail est nul. D'accord? Puisqu'on va pas déplacer, on va pas modifier le volume. Donc si le travail est nul, ben, delta U est égal à Q, et delta U, donc c'est CV delta T, donc T1 moins T0, avec CV égale NR sur gamma moins 1, T1 moins T0, et à nouveau, ben, vous pouvez remplacer NRT par P1, PV, quoi, avec les indices qu'il faut. Et pour delta H, ça ne change pas, hein. Delta H c'est toujours égal à CP delta T, hein, exactement comme avant. De toute façon, pour delta H, delta U, c'est toujours CV delta T et CP delta T. Hein. Donc il n'y a pas de surprise, c'est juste pour W et Q qu'on a éventuellement d'autres égalités. Donc ça, c'était pour isocore. De la même façon, on va faire isotherme. Donc isotherme, c'est la température qui est constante, donc en particulier T0 égale T1 égale T. Donc ça, c'est pour isotherme. Et donc ceci, c'est P1 fois V1 qui est égal à P0 fois V0, qu'on a comme relation particulière, et donc c'est égal à NRT. Donc le travail élémentaire, on sait que c'est moins PdV qu'il va falloir intégrer. Donc W égale moins l'intégrale de PdV entre 0 et 1, sauf que là, P, il n'est pas constant. P, justement, il dépend du volume, sauf que c'est NRT qui est constant. Donc P est égal à NRT sur V. Et là, on se retrouve avec moins l'intégrale de 0 à 1 de NRT fois dV sur V. T est constant, donc je l'ai noté T là, et donc on a W qui est égal à NRT ln de, donc comme il y a un signe moins, j'inverse le rapport, donc V0 sur V1. Voilà. Je rappelle aussi que on a P1 V1 égale P0 V0, donc plutôt que de le faire avec ce rapport là, on peut remplacer par NRT ln de P1 sur P0, d'accord, puisqu'on a P0 V0 égale P1 V1. Voilà, donc ça c'est pour l'évolution isotherme, on sait faire le travail. Une fois qu'on a le travail, on a le transfert thermique, hein, puisqu'on a Q qui est égal à delta U moins W, sauf que comme la température ne change pas, delta U vaut 0, d'accord, puisque T égale une constante, et donc CV delta T égale 0. Et donc pareil, donc finalement on en déduit que Q est égal à moins W, donc il suffit de rendre l'expression du haut et de mettre un signe moins, et pareil si on veut delta H pour le plaisir, il est aussi égal à 0 puisqu'il dépend aussi que de la température qui ici ne change pas. Donc à nouveau on a pu calculer les quatre grandeurs qui nous intéressaient, hein, donc W, Q, delta U et delta H pour une évolution donc isotherme. Donc on va s'intéresser à une dernière transformation qui est une évolution adiabatique. Et donc là on va arriver dans un cas un peu différent, donc on va étudier en détail. Dans le cas d'une transformation adiabatique, donc toujours infiniment lente et mécaniquement inversible, avec gamma constant et point gaz parfait, donc ça ce sont les quatre hypothèses à ne pas oublier, on va arriver à ce qu'on appelle les lois de Laplace. Donc les lois de Laplace, elles sont données ci-dessous, hein, vous avez trois relations, et donc on va démontrer ces lois dans le cadre donc, du premier et du second principe appliqué au gaz parfait. Donc les hypothèses, il y en a quatre, il ne faut pas les oublier quand vous appliquez cette loi, vous vérifiez que ça s'applique, hein, donc déjà vous avez affaire à un gaz, que l'évolution est bien adiabatique et pas autre chose, et infiniment lente et mécaniquement inversible. Donc on part calmement sur le premier principe, donc du égale en version élémentaire delta W plus delta Q. Comme l'évolution est adiabatique, premier argument c'est ici. On peut annuler delta Q, le transfert thermique. Deuxième chose, delta W c'est moins P extérieur dV. Alors, ça j'ai oublié de le dire avant. Comme l'évolution est infiniment lente et mécaniquement inversible, je rappelle que
à tout instant, la pression extérieure est égale à la pression interne. Parce qu'à chaque moment, il y a équilibre, donc équilibre mécanique, donc la pression à l'intérieur et à l'extérieur est égale, sinon il n'y aurait justement pas équilibre. Et donc, c'est ce que j'ai utilisé avant. Donc, c'était un théorème qu'on avait déjà vu, je l'ai un peu fait vite, mais donc on a dans ce cas particulier moins P dV, qui étaient les cas qui étaient aussi utilisés pour les cas précédents, puisqu'on avait aussi des évolutions infiniment lentes et mécaniquement réversibles. Donc delta W égale moins P dV, donc là, ça me permet de le remplacer ici. Par ailleurs, du, donc ça c'est parce que c'est infiniment lent et mécaniquement réversible, qu'on peut écrire ça, donc c'est une hypothèse dont on a besoin de se servir, elle n'était pas là pour rien. L'autre chose, c'est que le fait que ce soit un gaz parfait fait qu'on peut écrire que du est égal à CV dt, donc nr sur gamma moins 1 dt, et donc on se retrouve avec nr sur gamma moins 1 dt égale moins p dv. Voilà, donc on doit intégrer cette relation-là. Alors on pourrait intégrer quelque chose qui a trois variables, t, p et v, c'est un peu compliqué, et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va, le plus simple, il y a plusieurs façons de faire, mais le plus simple, c'est de réutiliser le gaz parfait pour dire que p, un peu comme avant pour calculer le travail, c'est nRT sur v. Donc là, on va avoir nr sur gamma moins 1 dt égale moins, nRT dv sur v. Donc nr, évidemment, on peut le simplifier. Et donc on se retrouve uniquement avec dt sur t égale gamma moins 1 dv sur v. Qu'est-ce que j'ai fait comme erreur, moi? J'ai un problème de signe. Oui, non, c'est bon. Toujours un signe moins. Je vais zapper. Je vais le remettre là, pardon. Voilà, ici. Le signe moins qui était là. Voilà. Donc là, on peut intégrer entre l'instant initial et l'instant final. Donc l'intégrale, là, on a le droit, puisqu'on n'a plus que deux. On a bien séparé nos variables, on n'a pas une troisième variable dont on ne sait pas ce qui se passe. Donc j'intègre ça entre 0 et 1. Ça entre 0 et 1. Gamma est constant, donc je peux le sortir de l'intégrale. Je ne suis pas dernière hypothèse qu'on utilise. Et donc on a ln de t1 sur t0 qui est égal à moins gamma moins 1 ln de v1 sur v0. Donc ça, on est quasiment arrivé à la fin. On va simplement passer le terme de l'autre côté et ça va nous faire, puisque ça, je vais effacer le tableau, et donc ça va nous faire donc ln de t1 sur t0 plus gamma moins 1 ln de v1 sur v0 est égal à 0. Et donc on a en particulier que si, plutôt que de l'écrire comme ça, je vous rappelle, a ln de b c'est égal à ln de b puissance a, donc je vais passer ça à la puissance là-haut, et donc j'aurai ln de t1 sur t0 plus ln de v1 sur v0 à la puissance gamma moins 1 égale 0, autrement dit ln de t1 v1 gamma moins 1 sur t0 v0 gamma moins 1 égale 0, autrement dit t1 v1 gamma moins 1 égale t0 v0 gamma moins 1. Alors ça c'est une des trois lois de Laplace. Donc à partir de celle-ci on peut trouver facilement les suivantes. Donc je vous les refais rapidement. Donc là on est parti de t v gamma moins 1 égale constante. Ça veut bien dire justement que c'est vrai pour l'indice 1 et c'est vrai pour l'indice 0. Et donc on va l'établir pour les autres variables, donc pt et pv. Donc ça c'est ce qu'on vient d'établir. Et donc si on veut passer donc dans les autres variables, on a de toute façon toujours pv sur t qui est égal à une constante, qui était égal à nr, mais ici on est en système fermé, donc n est constant et puis r de toute façon est une constante. Donc si vous voulez éliminer la variable
température, il suffit de multiplier ces deux égalités entre elles. Et donc si vous faites le produit de ces deux-là, donc si j'appelle ça 1 et ça 2, si on fait 1 fois 2, on arrive bien sûr à donc P, les températures simplifient, V gamma moins 1 fois V égale une constante. Alors évidemment là c'est une constante prime, là ce serait une constante sur constante prime, mais bon je l'appelle constante également. Et je rappelle que x puissance a fois x puissance b est égal à x puissance a plus b. Donc dans le cas qui m'intéresse ici, je vais me retrouver simplement avec PV gamma égale constante. Voilà, ça c'est donc c'est celle qui est la plus connue, hein, cette version-là, PV gamma égale constante, ça se dit bien, PV gamma égale constante, vous voyez ça se dit sans broncher, PV gamma égale constante à connaître par cœur. Il reste la dernière, si on veut en P et T, donc on prend l'égalité 1 fois l'égalité 2, sauf que cette fois-ci on veut éliminer le volume, donc on va on va passer à la puissance 1 moins gamma, donc l'égalité 2. Voilà, je vais le faire comme ça. À ce moment-là, on va avoir TV, allez, un bug, allez, on se réveille, TV gamma moins 1 égale constante. On va avoir donc P puissance 1 moins gamma, V puissance 1 moins gamma sur T puissance 1 moins gamma égale constante. Et en multipliant ces deux-là, là le volume va s'éliminer, il va me rester P puissance 1 moins gamma, T puissance moins gamma en dessous, donc gamma égale constante. Et donc là, après, soit vous le passez en P, T, gamma sur 1 moins gamma égale constante, soit vous le passez en T, P, 1 moins gamma sur gamma égale constante. Bon, évidemment, c'est tout équivalent. Hein. C'est comme celle-ci, hein. Si on veut, on peut l'écrire en V, P puissance 1 sur gamma égale constante. Bon, c'est moins classique, hein, mais il y a façon de jongler. De toute façon, il y a plein de façons d'écrire ces égalités. Hein. Voilà, donc on arrive aux lois de Laplace. Je répète, hein, celle qui est la plus classique, c'est PV, enfin la plus facile à retenir, c'est PV gamma égale constante, et c'est généralement à partir de là, de celle-ci, plutôt qu'on retrouve les autres. Même si dans la démonstration que j'ai faite, naturellement, on arrive plutôt en variable T et V, puisque j'ai utilisé le premier principe. Donc ça, c'est la version finie. Alors évidemment, ça veut simplement dire que P1, V1 gamma est égal à P2, P0, pardon, V0 gamma. On peut également l'écrire en version différentielle. Si on passe au logarithme, on a ln de P plus gamma ln de V égale une nouvelle constante, enfin ln de la constante, et en différenciant, on va retrouver dp sur P plus gamma dv sur V égale 0. Voilà. Donc ça, c'est la version différentielle que j'avais obtenue moi en V et T, que j'avais intégré pour trouver la loi de Laplace en T et V. Donc TV gamma moins 1. Donc on finit avec ça. On va prendre le dernier exercice. Dans un diagramme de Clapeyron, on avait déjà vu, donc diagramme de Clapeyron, on trace en coordonnées PV, donc une isotherme en coordonnées PV, c'était une hyperbole, d'accord, puisqu'on avait P qui était égal à NRT sur V, et comme on était sur une isotherme, justement sur une isotherme, la température est constante, donc c'était constante sur V, autrement dit on avait Y égale constante sur X, et donc c'était une hyperbole. Alors dans le cas d'une adiabatique, cette fois-ci on va avoir non plus ici finalement pour l'isotherme on avait PV qui était égal à une constante, or pour une adiabatique réversible on a PV gamma égale constante. D'accord, enfin, dans l'hypothèse de la loi de Laplace, on a PV gamma égale constante, et donc là, en fait, ça reste aussi une hyperbole, hein, P égale constante sur V puissance gamma, avec gamma strictement supérieur à 1, sauf que c'est une hyperbole qui a une pente plus raide, quoi. D'accord, donc la diabatique, généralement, elle est plutôt comme ça. Donc si on compare les pentes, pour l'isotherme, comme on a PV qui est égal à une constante, en passant au logarithme, ça fait ln de P plus ln de V qui est égal à ln d'une constante, donc
à une constante, autrement dit dp sur p plus dv sur v qui est égal à une constante, qui est égal à 0, pardon, puisque c'est, je viens de différencier. Autrement dit, la pente, c'est-à-dire dp sur dv, pour une isotherme, qui est égale à moins p sur v. Et si on regarde dans le cas d'une adiabatique réversible, je l'ai faite juste avant hein, la démonstration, on avait dp sur p plus gamma dv sur v est égal à 0. Et donc cette fois-ci la pente dp sur dv d'une adiabatique réversible, ça va être moins gamma p sur v. Et donc gamma fois plus grande la pente, hein, alors évidemment négative, hein, on est orienté comme ça, mais en tout cas valeur absolue gamma fois plus grande, donc plus raide, donc ce qui permet de différencier sur un tracé, notamment une adiabatique et une réversible, en tout cas quand elles ont un point commun. Donc voilà ce qu'il y a à savoir sur les applications du premier principe au gaz parfait. Alors comme vous êtes des élèves sérieux et motivés, vous êtes capable de faire des fiches et donc notamment un petit résumé sur les différentes transformations, donc toujours dans le cadre qui nous intéresse, hein, donc de cours sur le gaz parfait, pour une évolution infiniment lente mécaniquement réversible. Donc quand c'est isocore, on a des relations plus simples, hein, isobar pareil, isotherme également, et adiabatique, donc les lois de Laplace. Pour le calcul de l'énergie interne et de l'enthalpie, c'est toujours Cp delta T pour H et Cv delta T pour U. Et donc, dans le cas isotherme, c'est nul puisqu'il n'y a pas de variation de température, mais en tout cas, on a toujours les mêmes expressions. En revanche, pour le travail, sur une isocore, il est nul. Sur une isobar, on l'a fait avant, etc. Sur une adiabatique, finalement, le travail, c'est beaucoup plus simple puisque le travail, il est juste égal justement à la variation de l'énergie interne, puisque d'après le premier principe, W égale delta U moins Q, mais ici le transfert thermique est nul. Donc on a W qui vaut ça, et pour l'isotherme, je l'ai fait avant. Pour les transferts thermiques, pareil, je les ai fait avant pour l'isocore, l'isobar, pour la adiabatique c'est trivial, et pour l'isotherme c'était moins W, puisque delta U cette fois-ci faisait 0. Donc vous pouvez vous refaire une petite fiche comme ça vous fera revoir vos formules et essayer de condenser tout ça. Au prochain cours, on verra l'entropie, et donc pareil, on pourra l'intégrer à la fiche. Donc ça, c'est pour la prochaine fois. Je vous laisse travailler un petit peu, je ne vous donne pas tout de suite.